à tous. Merci pour l'invitation. D'abord, je vais m'excuser, j'ai un petit rhume, donc je sonne un peu comme un chanteur de blues et ça se peut que je doive m'interrompre pour reprendre ma voix. C'est les aléas de la vie. Ce que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est une portion de ma thèse de doctorat. J'ai présenté cette étude dans le même local il y a un peu moins d'un an. Pour les gens qui étaient là, et je pense qu'il y en a quelques-uns, il y a des nouveautés, donc vous n'êtes pas venus pour rien. Pour les autres personnes, ben, c'est peut-être un moyen d'apprendre sur le développement de la recherche. Donc, c'est un projet sur lequel je travaille depuis plusieurs années. Et même après avoir déposé ma thèse de doctorat, il y a encore de la progression sur cette étude-là pour la rendre à son meilleur. Donc, je vais avoir des pistes de réflexion à partager avec vous à la fin, en plus des résultats qui vont être le cœur de la présentation. Avant d'aller dans les détails, je dois remercier les groupes qui ont soutenu mes études doctorales et la production de cette thèse. Donc, le soutien public à la recherche, c'est important, il faut le reconnaître. Ensuite, les résultats que je vais vous présenter sont issus des données administratives. Donc, les données administratives, ce sont des données qui sont accessibles seulement dans un environnement contrôlé. Cet environnement contrôlé-là est rendu possible aussi par le soutien des divers organismes de subvention. Et par contre, tout ce que je vais dire m'appartient à moi, seulement à moi, et n'engage pas le Centre interuniversitaire québécois des statistiques sociales, que je remercie grandement parce que tout ça n'aurait pas été possible sans eux. On va parler de l'allocation canadienne pour enfants, qui est une des formes que prend la fiscalité familiale au Canada. Donc, quand on parle de fiscalité familiale, ce qu'on a en tête, c'est dans le système canadien, d'abord, l'impôt n'est pas familial, l'impôt est individuel. Donc, chaque personne doit produire une déclaration individuellement avec ses propres revenus, mais le système canadien inclut quand même des éléments où on considère la famille. On n'a pas un système entièrement familial comme on peut voir aux États-Unis, en France ou en Allemagne, mais il y a quand même des éléments de fiscalité familiale dans le système canadien. Notamment, on a du fractionnement de revenus, donc où les gens peuvent déplacer des revenus entre des membres de ménage à des fins de réduction absolument de la facture fiscale. On a des transferts de mesures fiscales. Encore là, c'est une forme d'optimisation intra-couple qu'on offre. Et surtout, ce qui est probablement la principale composante de fiscalité familiale qu'on a au Canada, ce sont des prestations qui sont basées sur le revenu de couple. Donc, le vocable technique, c'est revenu familial net. Mais si vous regardez, c'est quoi revenu familial net, ça exclut toujours les enfants. Et donc, essentiellement, là, pour prendre des termes compréhensibles, c'est le revenu de couple. Et grosso modo, ce que ça fait, c'est qu'on se retrouve avec un impôt qui est évalué individuellement. Donc, les gens sont individuels, surtout dans la richesse, mais les prestations qu'on offre, qui sont réduites en fonction du revenu, elles présument une solidarité au sein du couple. Et donc, le besoin de soutien de l'État, il est évalué sur une base de couple. Et quand on parle de couple, dans ce cas-là, pour le revenu familial net, on parle d'être marié ou de cohabitation conjugale d'au moins 12 mois. Donc, c'est relativement rapide si on pense à la façon dont les couples existent, surtout les secondes ou tierces unions. C'est très rapide comme forme de solidarité qui est implicite dans les définitions de l'ARC et de Revenu Québec. C'est la même définition qu'on soit à l'impôt fédéral ou à l'impôt du Québec, mais ce que je vais parler aujourd'hui, c'est tirer des données administratives fédérales, donc je vais me concentrer sur des mesures fédérales. Donc, tout ce qu'il y a là-dedans, essentiellement, quand l'État vous dit votre besoin est fonction de votre revenu et le revenu de votre conjoint et de votre conjointe, ce qu'il est en train de dire, c'est qu'il y a une solidarité complète à l'intérieur du couple, à tout le moins en termes de redistribution. Et donc, 1 $ donné à qui que ce soit dans le couple a exactement le même effet sur le bien-être, peu importe à qui on le donne. Donc, il y a une hypothèse de partage qui est implicite là-dedans. L'allocation canadienne pour enfants, c'est le sujet de mon étude, c'est une de ces prestations-là qui est réduite justement en fonction du revenu familial net. Je vais vous expliquer pourquoi je me concentre sur celle-là. Il y en a plein des allocations réduites de cette façon-là, mais celle-là, elle a des intérêts, disons, empiriques qui en font la raison pour laquelle je me suis concentré dessus pour cet article-là. Donc, l'ACA, ça a été mis en place en 2016. La première pleine année complète, c'est en 2017. Donc, c'est une prestation qui vise les parents d'enfants mineurs de partout au Canada. C'est une prestation non imposable qui est offerte aux parents d'enfants mineurs et qui, à son maximum, était à l'origine, avant son indexation, à 6 400 $ par enfant de 5 ans et moins et 5 600 $ pour les enfants de 6 à 17 ans. Donc, on parle quand même de sommes assez substantielles là, par enfant. Et ce montant-là, qui était le maximum, il est réduit en fonction du revenu familial net. Et donc, il y a une zone où il n'y a aucune réduction de 0 à 30 000 $ de revenus, une zone de réduction assez forte de 30 à 65 000, et après ça, une zone de réduction lente, mais continue, à partir de 65 000 $ de revenus. Il n'y a pas de sortie formelle, c'est-à-dire que ça se réduit jusqu'à temps que vous n'en ayez plus,
Mais le moment où vous en avez plus, ça peut varier d'une famille à l'autre, notamment selon le nombre d'enfants que vous avez. Donc, c'est souvent 190 000 le taux de sortie, mais ce n'est pas systématiquement ça pour tout le monde. Il y a pas les seuils, les deux seuils de barème à 30 et 65 000 sont fixes, mais il n'y a pas un seuil de sortie fixe. Essentiellement, le but de faire cette analyse-là, c'est de présumer que cette forme de fiscalité familiale-là change les incitatifs à être en couple ou non. Et là, c'est une prestation pour les parents, donc à être monoparental ou être un couple de parents, si on veut. Et c'est une mesure extrêmement importante. C'est aussi intéressant quand on veut étudier l'effet d'une mesure. Quand la mesure est plus importante, plus de chances de détecter quelque chose. Donc, dans ce cas-là, c'est une mesure assez importante. Là, on parle de 28 milliards de dollars. C'est un des plus gros transferts administrés par le gouvernement fédéral si on exclut les pensions. Mais après les pensions, c'est pas mal ce qui vient de plus gros. Donc, la structure là, de la CE, là, comme je vous disais, un plateau, je ne sais pas si j'ai un laser, un plateau sans réduction, jusqu'à 30 000 de revenus familial. Après ça, une descente relativement abrupte, et après, ça descend tranquillement. Ça, c'est pour un enfant mineur. Et ça remplace une série de prestations précédentes. Donc, n'était pas le désert avant l'allocation canadienne pour enfants. Il y avait un trio de prestations, deux prestations qui ont la même forme, si on veut, là, une réduction en fonction du revenu et un plateau où il ne se passe rien, et une prestation universelle, la PUJ. Universelle imposable, je ne peux pas représenter le fait qu'elle soit imposable ici, mais essentiellement, on avait un système différent. On avait beaucoup d'aides concentrées à faible revenu, mais après ça, un plancher à tout le monde. Là, on s'est retrouvé avec plus d'aide pour ceux qui sont au bas de l'échelle, mais il y a une partie des gens qui ne reçoivent plus d'aide qui en recevaient avant. Et on parle de familles à très, très haut revenu. Et cette structure-là, ça va être au cœur de tout ce que je vais vous raconter, parce que si l'ACA a changé quelque chose dans les incitatifs à la monoparentalité par rapport à ce qui était là avant, bien, on devrait être capable de le trouver, on devrait être capable de théoriser où est-ce que ça se passe à partir de cette structure-là, qui est la structure simplifiée pour un seul enfant, mais le principe s'applique peu importe qu'on ait deux enfants, qu'ils aient plus ou moins de 6 ans, c'est toujours la même structure en tout. Donc, ce que j'étudie, c'est l'incitation au célibat ou à la conjugalité. Donc, est-ce que l'arrivée de l'allocation a changé les choix que les gens font en termes de formation ou de séparation? Donc, pourquoi ça serait important de s'en préoccuper? Bien, idéalement, on voudrait que la fiscalité soit neutre par rapport à ces choix-là. On voudrait que les gens choisissent d'être en couple ou non en fonction de leurs besoins principalement relationnels et non pas en fonction du fait que l'État va favoriser ou défavoriser un de ces deux États-là. Ça crée une forme d'arbitrage aussi entre le bien-être des enfants et des parents, au sens où l'allocation, son but premier, c'est essentiellement de sortir des enfants de la pauvreté, d'aider, de donner des fonds aux parents pour qu'ils investissent dans leurs enfants. Mais en même temps, si l'allocation change les incitatifs et pousse les parents à avoir un statut conjugal qui n'est pas celui qu'ils auraient préféré, bien, c'est une perte de bien-être pour ces parents-là. Donc, puis en termes fiscaux, ça nuit à la neutralité fiscale en termes on dit marriage neutrality parce que c'est une littérature surtout américaine, mais essentiellement, c'est une caractéristique désirable d'un système fiscal d'être neutre à l'organisation familiale. Donc, ce que j'étudie, ma variable d'intérêt, c'est assez simple, c'est une dichotomique où je regarde si les gens sont seuls ou en couple. Donc, seul, ça peut vouloir dire plusieurs choses. Si vous regardez les choses qu'il y a dans une déclaration d'impôt, on peut se déclarer séparé, on peut se déclarer veuf. Je mets tout ça ensemble, on peut se déclarer célibataire. Je mets tout ça ensemble dans les seuls. Et ceux qui sont en couple, c'est ceux qui sont mariés en union de fait ou de common law. Donc, on simplifie. Ça ne m'intéresse pas vraiment la différence, par exemple, entre être marié ou en union libre. Dans le cadre de ce genre de mesure-là, ça ne change rien. C'est-à-dire que, mis à part le 12 mois où c'est ambigu, après 12 mois, ça n'a aucune différence. Dans le système fiscal canadien, que vous soyez marié ou conjoint de fait, c'est la même chose après 12 mois de cohabitation. Donc, je m'en tiens à ça. Et j'étudie ça dans le cadre d'une analyse par cohorte. Donc, essentiellement, la CA s'est appliquée partout au Canada. On a remplacé le trio de prestations qui s'appliquait partout au Canada par cette nouvelle prestation-là qui s'applique partout au Canada. Pour un chercheur en économie, typiquement, c'est pas super quand le changement s'applique partout à l'identique. Ça limite notre capacité à trouver de la variation. Et donc, au lieu, souvent, ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder une province qui a fait quelque chose versus une province qui ne l'a pas fait, en espérant que les deux soient comparables. On ne peut pas faire ça avec l'ACE. Par contre, ce qu'on finit par faire, c'est une analyse de cohorte. Donc, c'est un peu le même principe, mais on prend des groupes de parents différents dans le temps. Donc, pour faire simple, je prends les derniers parents qui n'ont pas reçu l'ACE, essentiellement, versus les premières cohortes de parents qui ont reçu la CE. Donc, c'est des cohortes de parents pan-canadiens. Ils sont séparés par 5 ans. Donc, ils sont
théoriquement, démographiquement, assez similaires. Ce n'est pas un énorme écart. Ils sont sélectionnés exactement sur les mêmes critères, mais ils ont 5 ans d'écart. Après ça, je regarde ben, en temps relatif par rapport à l'introduction de l'ACE, comment est-ce que ces deux groupes-là de parents se comportent en termes de conjugalité. Donc, c'est essentiellement une différence de différence. Avec des cohortes décalées. J'utilise la base de données administrative longitudinale. Je reconnais des visages que je vois au CIX, donc il y a des gens qui connaissent ça. La base de données, la DAL, essentiellement, c'est un 20% des déclarations d'impôts individuelles qui sont faites au Canada. Donc, c'est une base de données qui n'est accessible que dans un environnement contrôlé, parce que c'est de l'information sensible, mais qui est extrêmement riche. Donc, tout ce qui peut être dans une déclaration d'impôt, tout ce que vous pouvez avoir reçu comme prestation, c'est tout dans la DAL, et je l'ai pour chacune des années où vous avez fait une déclaration d'impôt. Donc, si vous êtes dans la DAL un jour, vous êtes dans la DAL toujours, à moins que vous mouriez ou quittiez le pays. Et donc, je peux vous suivre au fil du temps. Et pour le genre d'analyse que je veux faire, c'est absolument crucial d'être capable de suivre les gens au fil du temps, parce qu'essentiellement, je sélectionne des gens qui étaient des parents avant que la CE arrive, sous l'hypothèse qu'ils vont continuer d'être des parents après. Mais si je faisais la sélection sur le long, ben, je perdrais les gens qui ne sont plus des parents administrativement. Donc, j'aurais un énorme biais dans ce que je fais. Donc, je les sélectionne quand leurs enfants sont plus jeunes, sur la base de l'âge de leur enfant, qui me garantit que leurs enfants vont être trop vieux pour recevoir de la CE dans le cas du groupe témoin, ou assez jeunes pour en recevoir dans le cas du groupe traitement. Donc, extrêmement grand échantillon. Les données fiscales, c'est une année de DAL, c'est 8 millions d'observations. Donc, c'est très riche. C'est très bon pour faire des analyses statistiques. En général, il y a beaucoup de précision dans les estimations. Mais les données ne sont pas colligées à des fins de recherche. Donc, c'est le travail de Statistique Canada, essentiellement, d'aller chercher des données qui sont administratives, qui sont conçues essentiellement pour administrer l'impôt et d'en faire un outil de recherche. Et donc, il y a des choses là-dedans qui nous manquent, qu'on aurait dans des enquêtes. Par exemple, le statut conjugal que j'ai, ce n'est pas celui qui est rapporté sur la déclaration d'impôt. Le statut de conjugal qui est rapporté sur la déclaration d'impôt, en général, Statistique Canada et l'ARC ne le considèrent pas vraiment comme fiable. Les gens ne sont pas constants au fil du temps parce qu'en fait, de la même façon qu'ils doivent mettre leur sexe au début de leur déclaration d'impôt et personne ne sait vraiment pourquoi on met ça dans une déclaration d'impôt à propos de nos revenus. Donc, c'est de l'info auto-rapportée, mais pas dans un cadre d'enquête et donc elle est relativement moins fiable. Les infos administratives sont très fiables et sont vérifiées par l'ARC, mais les infos démographiques sont absentes ou moins fiables. Donc, notamment, j'ai rien sur l'éducation des gens, qui est un gros obstacle quand on réfléchit à la conjugalité. Donc, dans la conjugalité, il y a toutes sortes d'appariements, notamment par les niveaux d'éducation, ce genre de choses-là. Moi, je peux pas étudier ça parce que ça n'existe pas dans les données fiscales administratives. Donc, j'étudie les hommes et les femmes séparément. Je les regarde de 25 à 50 ans. Donc, si on veut, les âges principaux de la parentalité. Le but, c'est surtout d'éviter les jeunes. En bas de 25 ans, disons, le comportement conjugal est plus volatile, qu'on soit parent ou non. Donc, je vais essayer d'éviter ça pour avoir pour avoir une estimation plus claire de ce que l'ACE fait toute seule, sans le bruit qui viendrait là, de personnes qui sont plus dans une situation volatile au niveau de la formation de couple. Et c'est entre 2005 et 2016 pour ma cohorte témoin, donc juste avant, et entre 2010 et 2019 pour ma cohorte traitement. Dans les deux cas, dans 2010 et 2019, c'est que j'ai des années avant le traitement, j'ai des années après le traitement. Donc, je peux dire que c'est le changement parmi les gens qui n'avaient pas d'ACE, soudainement se sont mis à en avoir, versus des gens qui n'avaient pas d'ACE et n'ont toujours pas d'ACE. Donc, il y a une notion de différence dans le temps et de différence d'implantation de politique. Donc, ça, ici, vous avez l'évolution de la variable d'intérêt brut. Là. Donc, il n'y a pas d'analyse statistique. C'est la proportion des gens qui sont en couple dans mon échantillon. Toujours avoir en tête, mon échantillon est formé de gens qui ont un enfant qui, à la période 1, ont un enfant de 8 ans ou moins. Donc, je sélectionne des parents. Je compare des parents avec des parents. Et par construction, vous savez probablement, il y a beaucoup, beaucoup plus de mères monoparentales que de pères monoparentaux. Donc, le taux, la proportion des gens qui sont en couple est beaucoup plus élevée chez les hommes si je les sélectionne sur le fait d'être parents que chez les femmes. Donc, c'est ça qui explique la différence entre les deux courbes. Et on voit que chez les hommes, ça évolue au fil du temps. Il y a une baisse structurelle de la proportion qui est en couple au fil du temps, ce qui est relativement logique. Encore là, j'ai sélectionné sur la base du fait qu'ils sont parents à un moment donné. La plupart des gens sont parents en couple. Ils vont peut-être se séparer en cours de route, mais disons, si on part du statut qu'ils sont parents, il y a des bonnes chances qu'ils sont en couple au départ et que la propension diminue. Et ça évolue à peu près de façon parallèle. Donc, en pointillé, vous avez le groupe traitement, en plein, vous avez le groupe contrôle. Vous voyez, ça évolue à peu près en parallèle. Ça évolue aussi en parallèle pour les femmes, mais vous voyez, il y a déjà une petite différence. Et peut-être quelque chose ici
qui ressemblerait à un effet de la CA. C'est des données brutes, là. Une des premières choses qu'on fait quand on fait ce genre d'analyse-là, c'est de dire, moi, je veux démontrer l'effet de la CA sur la conjugalité. Première chose que je vais essayer de faire, c'est démontrer que la CA fait quelque chose tout court. Donc, est-ce que les gens reçoivent effectivement plus de prestations qu'avant? Parce que si les gens ne reçoivent pas plus de prestations qu'avant, j'ai aucune crédibilité pour dire que ce que j'observe, c'est effectivement l'effet de la CA. Parce qu'il y a plein de choses qui affectent la conjugalité. Et donc, c'est ce qu'on appelle la première étape, on montre la force du traitement tout court. On ne montre pas l'effet, on montre juste le traitement. Et on voit que, essentiellement, les prestations moyennes reçues, ça c'est toutes les prestations confondues, reçues par les personnes de mon échantillon ont monté particulièrement pour les femmes aux alentours de ma date d'introduction de politique qui est 2016. Donc, c'est relativement crédible de dire que l'ACA a changé quelque chose en termes de transfert aux parents. Évidemment, l'ACA est versée à une seule personne dans un ménage, donc, et presque toujours les mères. Donc, ce n'est pas surprenant qu'on observe ça ici. Puis, parfois, par contre, il y a une des anciennes prestations qui avait une règle d'allocation particulière là, qui explique un peu la petite bosse qu'on voit pour les hommes, là. Mais je ne m'attendrai pas là-dessus. Et un autre problème aussi quand on analyse une politique de ce type-là, une politique familiale de ce type-là, c'est que moi, j'étudie la formation de couple, mais ça se pourrait que la CA ait changé la donne en termes de fertilité. Donc, est-ce que la CA aurait poussé plus de gens à avoir des enfants? Puis, si c'est le cas, ben, ça biaise ce que je suis en train de dire. Et donc, il y a quand même une hausse des prestations, même si je regarde par enfant. Donc, même si on peut envisager que peut-être les gens ont eu marginalement plus d'enfants, qui n'est pas évident, mais même si on pensait que les gens avaient marginalement plus d'enfants, ils ont quand même plus d'argent par enfant. Et donc, on peut quand même affirmer que la CA a changé quelque chose pour les parents en termes de moyens financiers. Donc, mon modèle de différence en différence, essentiellement, ce que vous avez ici, c'est la différence entre le groupe traitement et le groupe contrôle en termes de points de pourcentage de proportion en couple. Et donc, dans une différence de différence, à gauche, donc avant le traitement, vous ne voulez pas d'effet. Idéalement, c'est ça qui prouve que mes deux groupes étaient comparables. Avant que l'ACA arrive, les deux groupes, leur trajectoire de couple était comparable. Et une fois que la politique arrive, ben là, on voit que ça diverge. Ça diverge particulièrement pour les femmes et un petit peu pour les hommes. Donc ça, ici, en moyenne, c'est 1,3 points de pourcentage. Ça, c'est 0,3 points de pourcentage. Donc, si on se remet là, sur ça, ben, 1,3, ça veut dire que les femmes seraient passées rendues là, sont à peu près à 77. Donc, elles seraient peut-être passées de 77 à 76, 75,5 de taux de proportion à être en couple. Et pour les hommes, ben, la différence est un peu plus petite. C'est pas un effet qui change le monde, je ne vais pas prétendre, c'est un effet en point de pourcentage. Mais ça constitue quand même un nombre de gens non négligeable. Et évidemment, ces gens-là ne sont pas, c'est pas nécessairement n'importe qui. Déjà, on voit l'effet concentré chez les femmes et on va voir, il est aussi concentré en termes de revenus. C'est un article de thèse de doctorat, donc il fallait que j'ai des moyens de contrôler pour la sensibilité, de dire que j'ai fait toutes les analyses de robustesse possibles. Et donc, parmi celles-là, j'ai utilisé des parents plus âgés. Donc, s'il y avait un problème avec la volatilité des parents plus jeunes, vous voyez que les résultats sont presque inchangés. Quand j'utilise des enfants trop âgés, donc dans les deux groupes, les enfants en recevront vraisemblablement pas, ou les parents vont recevoir quand les enfants ont 16 ans, là, où on présume que ça ne fait plus grand-chose. Vous voyez que là, les effets sont très fortement atténués. Il y a aussi le problème de 2015. En 2015, les anciennes prestations ont été augmentées légèrement. Donc, peut-être que ce n'est pas un bon point de référence. Essentiellement, ce que je vous présente tout à l'heure, c'est la différence par rapport à juste avant. Et donc, même si on enlève 2015 et que 2014 devient notre point de référence, on observe grosso modo la même chose. Donc, il y a quand même une assez bonne certitude que ce n'est pas ces autres explications plausibles qui expliquent la différence. Le problème qu'on a, puis c'est la nature là, c'est la nature des nouveautés, c'est que ces résultats-là, on les a détaillés par revenu, et ce qui apparaît, c'est que l'effet est fortement concentré chez les femmes à plus faible revenu. Le problème avec ça, c'est que, donc fortement concentré chez les femmes à plus faible revenu, le problème avec ça, c'est que la structure de la CE à faible revenu ne prédit pas vraiment exactement ce qu'on voudrait. C'est-à-dire que la pénalité pour avoir un partenaire avec un revenu quelconque. Donc, essentiellement, le coût à la sortie, si vous sortez, si vous vous séparez, vous êtes une mère, vous vous séparez, vous prévoyez garder les prestations familiales vont augmenter parce que votre revenu familial va avoir baissé. Et donc, ça, un peu, c'est le prix de la séparation. Si
c'était ça le mécanisme explicatif, on s'attendrait à ce que le prix de la séparation soit plus élevé à l'ACA qu'avant. Or, ce n'est pas ça qu'on voit. Pour les femmes qui ont des revenus relativement faibles, il y a une zone où c'est vrai. En plein, c'est la nouvelle pénalité. En triangle, c'est l'ancienne pénalité. Il y a une zone où c'est vrai, puis pour les couples à haut revenu, c'est tout le temps vrai. Donc, la perte de prestations est plus intense qu'avant. Mais pour les ménages à faible revenu, il y a une zone non négligeable où c'est le contraire. Où essentiellement, vous gardez plus d'ACE à avoir un conjoint. Vous perdez, non, c'est l'inverse, excusez. Vous gagnez moins à vous séparer avec l'ACE que ce qui était le cas avant. Et donc, ça, c'est l'effet du plateau qui est plus long qu'avant. Le plateau est plus long qu'avant, puis le taux de réduction de l'ACE, le premier taux qui est agressif, il est quand même moins agressif que l'ancienne prestation. Et donc, c'est dur de prétendre que, si on les met en proportion, là, parce que ça, c'est en dollars, ça, c'est en proportion. Donc, vous voyez que, effectivement, en proportion, évidemment, toujours plus gros pour les ménages à plus faible revenu. Vous voyez, c'est quand même une zone assez longue là, où, techniquement, l'ACE rend ça, en termes de coût, plus avantageux d'être en couple que d'être seul. Et donc, ça en fait un piètre mécanisme explicatif si c'est concentré à des plus faibles revenus. Donc, oui. Ces années-là, vous tenez compte du PUJ et de sa disparition? Oui. Dans le fond, le scénario de référence, il y avait la PUJ, le SPNE, la PFRT. Donc, c'est le trio, l'ancien trio versus le nouveau. Ça fait qu'on a remplacé le PUJ aussi à un écho. Oui, c'est la différence entre la différence des prestations. Ouais. Donc, essentiellement, avec notre chapeau d'économiste, ma directrice de thèse est une économiste, on s'est dit, si ce n'est pas l'effet substitution, c'est-à-dire que le coût de changer de statut a changé, mais il n'a pas changé dans le sens qui explique les résultats qu'on voit. La façon dont les coûts ont changé, on devrait s'attendre à ce qu'il y ait plus de couples chez les femmes à plus faible revenu, alors qu'on en observe moins. Donc, l'autre possibilité, c'est que ce soit un effet revenu. Et donc, c'est-à-dire que ce qui fait la différence, ce n'est pas le changement de taux de réduction de l'ACE, c'est le fait que l'ACE donne plus d'argent dans les poches des gens qu'avant. Et donc, un peu l'idée, dans ce point de vue-là, c'est que ça a donné le budget, donc la liberté, l'autonomie financière à un certain nombre, visiblement, de femmes à plus faible revenu, de, si on veut, se payer le fait d'être toute seule. Ce qui n'est pas du tout le chemin par lequel on est parti, mais force est de constater qu'en termes d'incitatifs, les taux de réduction, les taux de récupération expliquent mal les résultats qu'on observe en ce moment. Un des gros défis là, dans tous les cas, c'est que je sélectionne des couples au départ, mais après ça, leurs revenus, je l'observe tels qu'ils sont. C'est-à-dire que les mères que j'observe, 80% sont en couple. Donc, j'observe leurs revenus tels qu'elles sont en couple. Et donc, qu'est-ce que serait leur revenu si elles n'étaient plus en couple? C'est un peu une abstraction. Et donc, je sais qu'ils vont avoir plus de prestations si elles sont les seules contributrices à leur revenu familial net, mais je ne sais pas ça va être quoi leur... Il y a beaucoup d'entre elles dont leur revenu de travail augmenterait si elles se séparaient. Ça, en ce moment, je l'observe de façon très incertaine. À l'heure actuelle, j'ai la moyenne de leur revenu individuel pré-introduction de la CE. Mais pour certaines d'entre elles, elles sont déjà en couple. Et donc, cet effet-là de pénalité à la parentalité, là, qui est documenté par plein de chercheurs, ben, il est comme un peu intégré là-dedans. Et donc, la piste qu'on essaie de travailler en ce moment, c'est de se dire, ben, est-ce qu'on est capable de faire, disons, de leur créer un revenu synthétique, un revenu hypothétique qu'elles auraient si elles se séparaient? Et là, on aurait une meilleure distribution en ce moment. Celles qui sont à faible revenu, c'est un mélange de femmes qui ont un potentiel de salaire faible, mais aussi des femmes qui ont un potentiel élevé, mais qui, en ce moment, ont un revenu plus faible parce qu'elles ont de jeunes enfants, etc. Et donc, je ne suis pas capable de distinguer les deux et probablement que l'histoire n'est pas tout à fait la même. Donc, en ce moment, mes mères à faible revenu sont peut-être pas, disons, sont un couple un peu trop hétérogène pour peut-être les appeler des mères à revenus relativement faibles. Je ne peux évidemment pas utiliser le revenu familial pour les classer parce que le jour où elles se séparent, le revenu familial, il change du tout au tout. Donc, il me faut essentiellement un revenu permanent, une estimation de leur revenu permanent. Et c'est là où je suis extrêmement pénalisé de ne pas avoir leur éducation. Si j'avais leur niveau d'éducation, le nombre d'années, par exemple, qu'elles ont été en emploi, j'aurais de quoi faire un modèle plausible de leur revenu théorique, mais là, en ce moment, je n'ai pas leur éducation. Donc, ce qu'on envisage de faire en ce moment, c'est plutôt d'aller du côté de leur revenu pré-enfant. Donc, si vous regardez les études, j'ai en tête celles qui sont faites par Marie Conley à l'UQAM, vous regardez la pénalité à la parentalité, habituellement, la courbe préalable à ça est un bon producteur de où les femmes vont finir par revenir
quand elles reviennent, quand elles rattrapent, disons, le salaire des hommes. Donc, probablement mon meilleur prédicteur, à défaut d'avoir des caractéristiques comme justement le niveau d'éducation, j'ai le secteur d'industriel qui est peut-être utile, c'est d'aller chercher leur revenu pré-parentalité, idéalement peut-être avec des parents plus vieux. Et ça va me permettre de dire ce serait quoi réellement leur revenu sans conjoint. Donc, j'ai des résultats, ils sont intéressants, mais vous voyez, dans la progression de l'étude, on est à un point où il faut se demander pourquoi les résultats arrivent sous cette forme-là. Et à l'heure actuelle, ce que je vous présente, c'est un mystère. Le code pour faire ces revenus pré-enfant-là est en train de rouler dans le centre de données en ce moment. Donc, je peux juste spéculer sur qu'est-ce que ça va donner, mais c'est la nature de ce genre de travail-là avec les données administratives. C'est long d'avoir des résultats et c'est complexe parce qu'on n'a pas exactement le genre de données qu'on voudrait avoir. Donc, ça c'est beau, ça c'est beau. Donc, à tout le moins, on sait que, avec les coefficients que je vous rapporte, avec les effets que j'observe qui ne sont pas prêts de changer, que c'est un effet de taille significative pour un petit nombre de gens, donc environ, là, les taux, si je les convertis, comme je vous disais tout à l'heure, c'est 13 400 mères et 2 700 pères au Canada, qui vraisemblablement, sans l'ACE, auraient été en couple et en ce moment sont monoparentaux. Évidemment, c'est ce que je vois dans les données administratives fiscales. Donc, j'ai dit tout à l'heure, ce que j'observe, c'est un algorithme bâti sur des données administratives. Donc, ce n'est pas nécessairement littéralement le statut conjugal des gens, notamment parce qu'ils ont un fort incitatif à mentir sur le fait d'être seul pour recevoir plus d'ACE. En même temps, ce que j'observe, c'est des données fiscales décalées de moins de 2 ans. Et l'ARC elle-même fait des efforts pour trouver des faux célibataires. Et donc, c'est quand même, c'est ça leur travail. Donc, ça fait partie des choses, c'est raisonnable de penser que ça mesure assez bien la proportion de couple, mais c'est sûr que là-dedans, il y en a probablement une partie qui sont en couple, mais qui ne nous le disent pas, ou qui sont en couple, mais qui n'habitent pas avec leur conjoint, ce qui est un choix de société qui se défend, qui se peut. Mais encore là, on aimerait ça que les gens fassent ça parce qu'ils veulent préserver leur indépendance, pas pour préserver leurs prestations. Donc, même si ce n'était pas à probablement parler des gens seuls qui voudraient être en couple, mais qui sont en couple, qui habitent séparément, il y a des coûts à habiter séparément. On voudrait que les gens le fassent encore là parce que c'est leur choix, parce que ça correspond à leur style de vie, pas parce que c'est plus payant face à l'ARC. Donc, comme j'ai dit, selon le mécanisme, quand on est parti, on a commencé l'étude, on pensait vraiment aux taxes à la recomposition. C'est quelque chose que les groupes familiaux au Québec parlent depuis très longtemps, que toutes nos prestations réduites en fonction du revenu familial constituent un frein à la recomposition familiale. C'est documenté. C'était notre hypothèse de départ. En ce moment, à tout le moins pour cette réforme-ci, les indices pointent plutôt de l'autre côté, c'est-à-dire l'effet revenu. Et dans ce cas-là, ce que ça nous dit, c'est qu'il y a un certain, on spécule, c'est qu'il y a un certain nombre de gens qui sont en couple qui ne voudraient peut-être pas l'être avec cette personne-là, mais qui n'ont pas les moyens de se séparer. Et donc, le simple fait de leur donner juste plus de moyens financiers, ça a peut-être décliqué les choses. C'est là où on en est. Honnêtement, je suis très content dans un public de gens qui ne sont pas des économistes, parce que, il y en a, là, mais parce que je ne suis pas certain que c'est ça le mécanisme. Clairement, on a une idée revenu substitution, mais ce n'est pas évident où est-ce qu'on va. Donc, je suis vraiment très preneur de vos questions, de vos commentaires sur ce qui est quelque chose qu'on n'est pas en train de voir comme il faut, là. Donc, je suis venu ici dans une optique de séminaire pour vrai. Donc, je ne vous présente pas de la recherche aboutie et finalisée. La thèse est publiée, mais c'est supposé devenir un article scientifique et ça n'est pas encore le cas. Donc, tout ce que vous me dites pourrait être utilisé par moi dans le cadre d'améliorer cette étude-là. Merci.